dans le public que vous recevez, est-ce que c'est 50-50 ou est-ce que vraiment, venu d'Afrique, j'entends, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes? Oui, exactement. Il y a beaucoup plus de femmes. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, je dirais 8. Beaucoup plus, c'est des femmes enceintes qui arrivent... Par la force des choses, les hommes ne sont jamais enceintes, donc peut-être que c'est c'est un parcours fléché, forcément. Voilà, surtout les femmes. Parfois, c'est elles qui bénéficient de ces aides médicales fournies par l'État comparées aux hommes. Par exemple, celles qui sont enceintes, les mères de famille, celles qui sont logées, par exemple, à la Croix-Rouge, au niveau des actions communales, etc. Donc, au fait, il y a les hommes aussi, mais la plupart c'est des femmes. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute avec des femmes déterminées, dévouées même, tout ce qu'il y a pour faire changer ce monde. Merci de les recevoir avec nous. Nous allons commencer par vous, Dina Mendes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du Club des femmes de la diversité. Vous êtes la directrice de HD Consulting, fondatrice même, il faut le dire. Merci d'être venue vous joindre à ces dames donc déterminées, mais vous aussi, car toutes les femmes sont des abeilles et elles ont la possibilité de changer le monde, nous le disions tout à l'heure. Ensemble, nous allons donc revenir sur vos actions respectives, mesdames, et voir en quoi est-ce que vous pouvez véritablement changer le monde. Je voudrais donc vous remercier d'être là. Assunta Sambia Simao, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de communication de l'association FECAD et vous êtes dans votre vie professionnelle intervenante d'action sociale et vous allez nous parler un tout petit peu beaucoup du droit d'asile. À vos côtés, nous avons Shakil Guerendo, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous aussi membre de FECAD et puis dans votre vie professionnelle, vous êtes gestionnaire de banque. Et enfin, nous avons Axel Zokwezo. Bonjour Axel. Bonjour madame. Merci d'être là. Vous êtes pour l'association FECAD chargée de partenariat. Oui. Et dans votre vie professionnelle, vous travaillez sur des prestations sociales. Ça n'est pas peu que de le dire parce que dans l'engagement, ou plutôt derrière l'engagement de personnes engagées, il y a leur parcours respectif, leur parcours personnel et c'est souvent cela qui les catapulte dans une toute autre dimension au bénéfice du plus grand nombre. C'est de cela que nous allons parler. Pour rappel, notre adresse internet, ladyvousécoute@gmail.com si vous voulez participer à cette émission. Ne manquez pas de nous écrire et puis de donner votre point de vue sur les sujets que nous avons en discussion. Dina Mendes, j'aimerais bien revenir à vous. Je vous ai présentée comme directrice de HD Consulting, fondatrice du Club des femmes de la diversité. Mais avant ça, c'était une femme entrepreneur dans un domaine particulièrement masculin que vous aviez été. Effectivement. Alors ? J'ai démarré ma première activité en tant que présidente fondatrice de Berimbat, donc une entreprise du BTP. Du bâtiment, donc pour la meilleure compréhension de tous, oui. Voilà, et c'est là où j'ai appris à mieux me connaître. Une femme dans un milieu typique masculin, comment trouver sa place. Et donc, par la suite, avec toutes les expériences, j'ai pu après développer d'autres activités, notamment HD Consulting, qui est une agence de conciergerie privée qui accompagne les entreprises, mais aussi les personnes en manque de temps à se décharger, justement, en me faisant confiance. Et je les accompagne, peu importe leurs demandes respectives. Donc, je les accompagne avec un service de sur-mesure. Pas que ça. Bien sûr, on a dit qu'on était des abeilles, n'est-ce pas? Exactement. Et à la suite, 10 ans après, par rapport à mes expériences sur le terrain, j'ai créé Club des femmes de la diversité, qui est une association qui accompagne les femmes et les jeunes vers l'entrepreneuriat, donc les accompagner dans l'émancipation, parce qu'autant que femme, en tant que mère, en fonction des difficultés qu'on encourt dans nos vies respectives, donc on est challengé. Donc c'est la décision que j'ai prise après de me mettre au service de mes prochains pour pouvoir les accompagner dans un club associatif pour justement être à l'écoute de ces femmes, être à l'écoute aussi de ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'osent pas. Et j'ai aussi une casquette qui est plutôt une mission de vie pour moi, c'est d'être au service de mes prochains, donc sur un aspect beaucoup plus personnel et spirituel, d'aller à la rencontre de soi-même, chose qui n'est pas évidente parce qu'on est programmé à faire, on n'a pas été programmé à être. Donc ça, c'est mon parcours personnel qui fait qu'à l'âge de 33 ans, l'âge de Christ,
Donc j'ai pu avoir cet appel et cette mission de m'incarner totalement dans ce monde. Eh bien voilà, tout un programme. Nous allons partir en République centrafricaine, mais je voudrais vous dire d'ores et déjà que nous reviendrons sur ce plateau pour faire un tour au Cap-Vert avec Dina Mendes. Je voudrais donc, mesdames, déjà vous laisser nous présenter l'association FECAD dont vous êtes la chargée de communication, mais vous pouvez d'ores et déjà rebondir à ce qu'elle a dit, puisque j'ai entendu un certain nombre de choses qui manifestement font écho à vos parcours respectifs, à votre vision des choses. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas du tout. Elle a parlé d'émancipation de la femme. Et effectivement, au sein de l'association FECAD, c'est vraiment ce que nous essayons de faire, en tout cas au quotidien. Donc, pour rappel, l'association FECAD, c'est une association à but non lucratif. Et notre principal objectif, c'est d'équiper la jeune fille, la femme, à devenir autonome. En tout cas, et ça se traduit par différentes actions, mais principalement à travers la formation professionnelle, l'éducation et l'entrepreneuriat qui rejoint aussi les mêmes idées que Madame Mendes. Encore qu'on dit que les femmes sont toutes entreprenantes et finalement, on se demande pourquoi il faudrait qu'elles considèrent un autre entrepreneuriat comme étant quelque chose de différent puisque ça procède pour le moins de la même approche, à la différence que dans l'entrepreneuriat, il y a des sonnantes et des trébuchantes à la clé. Et quand on parle d'argent, on regarde les gens qui travaillent à la banque. Vous avez la parole, Shakib Kerindou. Alors, pourquoi êtes-vous au sein de cette association? Quel regard portez-vous sur la situation des femmes en général et en particulier sur celle qu'accompagne l'association FECAD? Alors, en tant que membre de l'association FECAD, j'ai voulu m'investir dans le social. Comme vous avez dit, je travaille sur l'argent. En travaillant dans l'activité que j'exerce c'est le capitalisme, c'est-à-dire travailler, générer des revenus. Mais en tant que femme également, j'ai besoin également de m'investir dans le social, m'investir dans le social, de me rendre utile en fait pour la société, parce que c'est vrai qu'il est important de gagner de l'argent, mais également en fait se rendre utile en fait pour la société. C'est la raison pour laquelle j'ai intégré en fait l'association FECAD, parce que comme l'a dit Assunta tout à l'heure, on est investi, on met en évidence en fait la jeune femme centrafricaine, l'accompagner pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc nous, dans nos activités au quotidien, on aimerait également apporter notre petite pierre à la construction de l'édifice, avoir un apport concret pour pouvoir influencer le global, faire notre petite contribution en fait à la petite échelle pour pouvoir, comme je disais, influencer le global. Ce que nous retenons, c'est que tout doit être petit. Petite contribution à petite échelle, oui, pour petite action. Vous êtes d'accord avec cette... Pour un début, oui. Et c'est en fonction des moyens qu'on a. Par exemple, au sein de la FECAD, notre modèle économique de fonctionnement, c'est l'autofinancement déjà. Donc, ce sont les cotisations des membres qui nous aident à commencer nos activités sociales, etc. Mais nous ne sommes pas fermés à des aides extérieures et autres. C'est pour ça, c'est petit, mais c'est appelé à grandir parce qu'on a une vision pas que nationale, mais internationale. Donc, voilà. Petit à petit, l'oiseau ne va pas dormir dehors, ça veut dire. Axel Zokwezo, vous qui êtes chargé de partenariat, avant que nous ne parlions de la FECAD, on entend dire que voilà, les femmes ont besoin d'être accompagnées. Quelle vision avez-vous de la situation des femmes en République centrafricaine aujourd'hui? La vision que moi, je vais juste rajouter la cerise sur le gâteau, sur ce que Assunta et Shakil ont dit. En fait, beaucoup plus, moi, c'est juste pour élargir la communication. C'est pour élargir la communication et entre le public, afin qu'ils puissent s'intéresser à la valeur de la femme centrafricaine. Qu'est-ce qui caractérise les femmes en République centrafricaine, justement? Si vous deviez les décrire, quel profil de femme y a-t-il, tout du moins celle que vous accompagnez? Bon, déjà, premièrement, la femme en Centrafrique, le titre que moi je vais leur donner, c'est qu'elles sont, elles sont vaillantes. Parce que déjà, si on essaie de revenir en arrière par rapport à ce qui s'est passé dans les années précédentes dans notre pays, par rapport aux mutineries, aux putsch, etc., ce sont les femmes qui sont sorties, même il y avait des tueries, des violences et tout. Ce sont les femmes qui sont sorties, elles sont allées au niveau en fait, elles ont marché, elles ont milité par rapport à ce qui s'est passé. Donc, pour décrire la femme centrafricaine, je dirais que la femme centrafricaine, elle est vraiment dévouée et déterminée. Où étaient les hommes?
Les hommes étaient à la maison, ils avaient peur parce que les hommes étaient vandalisés, les hommes étaient victimisés. Donc, il n'y a que les femmes qui sortaient, même s'il y avait des exactions par-ci, par-là, c'était les femmes qui allaient. Et les femmes, en fait, tout se résumait sur les femmes, en fait. Dina Mendes, ça vous parle ça, ces femmes qui n'ont même pas peur de quoi que ce soit et qui restent déterminées malgré la situation? Je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est Dieu crée la femme à son image. Donc, du coup, je pense qu'en chaque femme, il y a cette force, cette détermination. Et comme elle vient de le dire, c'est la femme vaillante, bienveillante, aimante. Et nous incarnons l'Afrique. Donc, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, ouais, ça porte des valeurs très fortes, la femme. Et cette force qu'il y a donc dans les femmes, vous disiez, n'y a-t-il pas cette même force dans les hommes? Pas du tout. Peut-être Elle nous dit oui. que non, je vous laisse répondre. Non, c'est différent. Les hommes, on va dire que c'est la force physique. Vous allez vous faire des amis, Madame Mendes. Les hommes, ils ont la force physique. La force intellectuelle ou voilà, la force intérieure que la femme possède, c'est une force innée. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose d'interne. C'est pour ça qu'on est des femmes résilientes. On résiste à beaucoup de choses, à beaucoup de combats. Une femme, elle peut être triste et souriante à la fois. Une femme, elle peut incarner énormément de choses. On peut être meurtri à l'intérieur, mais à l'extérieur, on paraît bien, on montre cette force-là que tout va bien. Et puis on a des exemples aussi dans la Bible. J'allais en venir. Vous voulez nous parler de la Sunamite, dans le tsunami de sa vie. Alors, vous étiez en train de vouloir dire que les hommes, eux, contrairement aux femmes, que vouliez-vous nous faire entendre? Les hommes, je rejoins ce que Mme Mendes a dit, les hommes n'ont pas cette capacité. Les hommes, eux, ils ont la force physique, mais ils n'ont pas le courage. Alors que la femme, elle a le courage, elle a tout en fait, en elle. Donc la femme, je dirais, elle est 3 en 1. Elle a la force, le courage, et la capacité, la bienveillance, et elle met en valeur sa force physique. L'audace. Voilà. J'allais dire ambiance intimiste dans Lady vous écoute. Non, ambiance électrique sur le plateau, messieurs. Si vous n'êtes pas de cet avis, ce que nous comprenons absolument, écrivez-nous pour qu'on fasse un plateau, pour peut-être entendre un autre son de cloche, à moins que vous soyez de l'avis de ces dames. Vous nous avez décrit, en préparant cette émission, les femmes centrafricaines comme des femmes qui, du fait de la culture, alors il va falloir que vous accordiez, mesdames, vous nous disiez, elles restent à la maison, elles ne montent pas au filet, elles ne font pas ci, elles ne font pas ça, et c'est pour cette raison qu'on a créé l'association pour mener ces actions. Qu'en est-il alors de cette culture? Alors, cette culture, elle est encore là, surtout au niveau de la mentalité de la jeune fille ou des femmes. Donc, vu les conflits qui sont passés en RCA, il y a comme une procrastination. Et donc, quelque part, le contexte familial et les coutumes qui disent que bon, ben, la femme, il vaut mieux qu'elle reste à la maison, s'occuper, qu'elle reste à la cuisine, s'occuper des enfants et autres. C'est l'homme qui doit être au bureau, etc. et autres. Quelque part, ces femmes, elles ont accepté ça. Et en plus du conflit, elles se sont dit, oui, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'ouverture. Donc, finalement, c'est vrai que non. Donc nous, au sein de la FECAD, nous voulons faire un travail déjà sur ça au niveau de la mentalité et aussi donner les moyens pour pouvoir les aider à voir que non, il y a un avenir. Non, elles ont de la valeur, effectivement. Parce que la femme, en soi, même scientifiquement, c'est prouvé, hein, que la femme, elle apprend vite que l'homme, en plus Citez vos sources, madame. Alors, vous voulez faire un travail, mais vous voulez faire ce travail vis-à-vis des femmes et pourquoi pas vis-à-vis des hommes si vous nous dites que ce sont les hommes qui pensent que les femmes ont un statut donné dont elles ne doivent pas sortir. Auprès de qui faut-il travailler pour que les mentalités changent? Parce que actuellement, ce sont les femmes qui sont plus dans le besoin que les hommes. On ne les ignore pas, mais on préfère commencer d'abord par la femme, s'occuper d'elle et aussi complété par les hommes. Shakil, je voudrais vous demander donc de nous donner le point de vue finalement qui est, parce que de deux choses l'une, soit les femmes sont telles que nous décrit Axel, ou alors, c'est-à-dire des femmes vaillantes, résilientes, qui n'ont même pas peur du combat, même si elles n'ont pas d'armes pour se défendre, et ce modèle de femme que nous décrit Assunta. Où faut-il se situer? Il y a un lien entre les deux, c'est ce que je dirais. Axel, elle parle de la femme centrafricaine courageuse. Elle a donné l'exemple de tout ce qui se passait pendant les mutineries. Les femmes, en fait, étaient celles qui étaient devant. Je vais vous dire, par exemple, c'était les femmes qui allaient au marché. Ce sont les femmes qui sortaient même,
qui allaient au bord de la route pour dire « Ah, il n'y a plus les militaires, il n'y a rien, vous pouvez sortir ». Les hommes, en fait, eux, ils étaient à l'intérieur. Les femmes étaient vraiment courageuses, elles étaient vraiment vaillantes. Elles faisaient tout pour protéger la famille parce que c'était les hommes qui étaient agressés. Ça, c'est la femme sur le plan familial qui veut protéger sa famille. Assunta, l'association FECAD en fait ne veut pas juste que la femme en fait soit celle en fait qui protège la famille, qui est vaillante parce qu'elle veut le bien de sa famille, mais également montrer à la femme qu'elle peut faire plus que ça dans la société. Pas se limiter seulement sur le plan familial, elle peut également impacter la société dans le cadre de l'entrepreneuriat, aller plus loin dans les études. Parce que quand on va plus loin dans les études, on peut justement impacter économiquement, socialement, politiquement. Donc c'est pourquoi moi je dis qu'il y a un lien entre les deux. La femme centrafricaine, elle est vaillante, mais on veut en fait qu'elle prouve ce courage, qu'elle se montre aux yeux du monde. Je suis courageuse et je peux faire bien plus que ce qu'on pense que je vais faire. Nous allons partir découvrir les femmes du Club de la Diversité, le Club des femmes de la Diversité. Nous allons les découvrir en images. Nous avons donc une vidéo de présentation de ces dames. Ceci nous permettra de mettre en miroir ce que vous faites, Dina, avec ces dames et ce que nous venons d'entendre. On regarde ceci ensemble. Bonjour, je m'appelle Dina Mendes, présidente et fondatrice du Club des femmes de la diversité. La mission du Club des femmes de la diversité, c'est de promouvoir les compétences des femmes, créer de la synergie entre les femmes de différents secteurs d'activité en Europe, mais aussi en Afrique. Donc l'idée du club, c'est justement aujourd'hui de pouvoir valoriser les compétences des femmes, créer de la proximité entre les femmes, voir la manière dont elles peuvent travailler, collaborer, se recommander ensemble, voir aussi comment elles peuvent s'inspirer les unes des autres. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps que nous, les femmes, on se voit plutôt comme des alliés, ne pas se voir comme des rivales, parce qu'à partir du moment où on arrive à englober cette envie de réussir ensemble, à donner de l'amour, de l'estime, de la compréhension, on peut créer de la valeur ajoutée, on peut faire bouger les choses, on peut inspirer d'autres femmes, on peut aussi donner un héritage à nos enfants qui arrivent. Parce que la société actuelle aujourd'hui nous pousse à consommer ce qu'on n'a pas besoin. C'est-à-dire que tous les messages médiatiques à la télé, les réseaux sociaux, on montre aux enfants, on montre aux jeunes aujourd'hui que tout est facile, qu'on peut tout acquérir facilement. Or, je pense que je suis convaincue que c'est complètement faux parce que ces enfants, ils ont besoin d'un repère, ils ont besoin d'une identité, ils ont besoin d'avoir un modèle d'inspiration, un modèle de motivation qui va pouvoir les stimuler à changer aussi leur façon de penser, leur manière d'être formatée par la société actuelle.
j'encourage à toutes les femmes qui traversent des périodes difficiles ou des femmes qui ont envie de se surpasser, de ne jamais baisser les bras, de continuer à croire en elles, de continuer à mettre en avant leur savoir-faire et surtout d'être des femmes leaders, d'être des femmes qui inspirent, d'être des femmes qui continuent à donner autant d'amour, qui va pouvoir aussi embrasser les gens, embrasser d'autres femmes et montrer que c'est possible de travailler ensemble, de se valoriser, de se dire je t'aime, de se dire bravo pour ce que tu fais, vraiment de se soutenir, de s'épauler, de s'élever et de faire la différence ensemble. Merci. Retour plateau dans Leïti vous écoute. Messieurs, si vous êtes restés seulement sur cette danse du Cap-Vert, non, les femmes sont bien plus que de la plastique. Et je voudrais donc vous laisser, Dina Mendes, le soin de nous camper le portrait de la femme capverdienne, la seule que le monde entier connaisse, et moi aussi, et puis ensuite vous, c'est Césaria Evora. Mais comment sont ces femmes au Cap-Vert? Comment auriez-vous envie de les décrire? Alors moi, je dirais que la femme capverdienne, le mot, c'est courage. C'est le courage, l'amour et le soutien. Être un soutien pour sa famille, être un soutien pour les autres. Et ça rejoint un peu... je pense que la femme africaine, je dirais pas la femme capverdienne ou la femme centrafricaine, non, je dirais la femme africaine. Est-ce que ce n'est que la femme africaine, tant que nous y sommes d'ailleurs? Peut-être que non. J'ai réussi à faire une césarienne, oui. Donc elle en a accouché. Toutes les femmes, donc, c'est ce que vous vouliez dire? Toutes les femmes sont des femmes courageuses. Mais la femme africaine... S'il y a quelque chose. Parlons de ce quelque chose. Cela nous intéresse. La détermination. La détermination, l'engagement. Ce sont des femmes engagées, déterminées. Le titre qu'elles ont évoqué pour leur association, ça englobe en fait la femme, mais peut-être plus encore la femme africaine. N'êtes-vous pas en train de nous dire que les défis auxquels sont confrontées les femmes en Afrique sont des défis autrement plus compliqués, eu égard à leur situation individuelle et peut-être au manque de formation ou de moyens? Madame parlait des finances. Est-ce que ça n'est pas ce qui donne l'impression qu'elles ont encore plus de mérite vu le contexte difficile? Je pense que l'environnement, les difficultés encourues jouent un rôle justement dans cette envie de se dépasser, de se surpasser et de ne pas rester avec une étiquette qu'on peut donner que la femme, elle est juste utile à faire de la cuisine. Pourquoi tout le monde est fâché avec la cuisine? La cuisine, c'est un bureau aussi. Il est plein de femmes, on le voit notamment avec les réseaux sociaux, qui, grâce à leur travail dans un bureau qu'on appelle la cuisine, peuvent vendre des recettes, partager, avoir un certain nombre de vues qui est monétisé. C'est peut-être aussi fonction du regard que l'on porte sur les choses que l'on fait, parce que tout n'est pas tâche ingrate. En plus, si on ne peut pas manger, on est bien peu de choses. C'est juste que très souvent, si je peux me permettre, oui, bien sûr, les personnes utilisent ce slogan-là, entre guillemets, c'est un peu dégradant. Derrière ça, les hommes ont une image un peu dégradante de la femme, qu'elle est bonne que à ça, entre guillemets, alors qu'elle a d'autres compétences. Effectivement, en cuisine, il y a des chefs, cuisiniers, etc., qui sont des femmes. Mais je voudrais me faire l'avocate de ces messieurs. Peut-être que quand ils disent que la place de la femme, c'est à la cuisine, peut-être, messieurs, n'est-ce pas que vous voulez dire qu'elles font tellement bien la cuisine qu'il faudrait qu'elles continuent à la faire? Peut-être, aussi, à leur décharge. Dans ce cas, il faudrait bien formuler clairement les mots, on utilise bien, les mots que l'on peut. Mais voilà, quoi. Mais par rapport au contexte africain, de l'Afrique centrale, en Centrafrique, l'Afrique en général, effectivement, vu le contexte politique, où il y a très souvent des conflits, je prends le cas de la RCA par exemple, les femmes se sont surpassées effectivement. Elles ont dû aller au-devant de certaines situations. Et ce qui fait qu'elles sont comme un peu des héroïnes. Voilà. Elles ont pris les choses en main. Voilà, pour leur destin, pour leur famille, le côté amour, protection et autres. Donc ça donne un point au fait que les femmes sont courageuses en Afrique. Donc c'est pour ça.
J'arrête la torture. Donc, vous nous disiez que quand les femmes sont en train de s'accomplir, c'est au bénéfice du plus grand nombre, et c'est ainsi qu'on voyait dans la vidéo du Club des femmes de la diversité, le fait qu'il y a cet accompagnement pour les femmes, mais il y a aussi la question des jeunes. Et dans les jeunes, il y a des jeunes filles, des femmes en devenir. Exactement. L'épanouissement de la femme, quand elle est épanouie, c'est un pilier pour sa famille. Une femme qui est épanouie, elle bâtit sa maison sur des valeurs, sur des fondements très forts. Une femme déséquilibrée n'est pas un soutien fiable pour la famille, parce que tout dépend de l'équilibre. Les valeurs du Club des femmes de la diversité, c'est l'émancipation, c'est la croissance économique de la femme. Pourquoi? Parce que on sait que dans pas mal de cas, c'est toujours... la femme, elle touche moins le salaire comparé aux hommes. Donc, du coup, le salaire de la femme, c'est peut-être, voilà, c'est un petit plus juste pour contribuer à l'équilibre de la famille. Alors qu'il n'y a pas que ça. Il y a des femmes qui gagnent très bien leur vie, qui gagnent peut-être mieux leur vie que des hommes. Mais on a toujours mis le côté, on a infériorisé un peu la femme. Alors, il y a quand même une question qui se pose. Est-ce que chaque être humain, et chaque femme en l'occurrence, est ce qu'elle est, ou est-on ce que l'on dit que l'on est? Parce que des gens qui parlent, il y en aura toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui dira qu'un tel est comme ci plutôt que comme cela. Mais faut-il écouter, c'est vous qui parliez d'écouter sa voix intérieure, faut-il écouter le qu'en dira-t-on ? Tout simplement, fût-ce celui des hommes en l'endroit des femmes et même vice-versa, parce que s'il y avait des messieurs sur ce plateau, ils nous diraient le nombre de choses qu'ils pensent que les femmes pensent, et à raison. Donc, est-on ce que l'on est, tout simplement? A-t-on la latitude de l'être et pleinement, tout en apportant à son entourage immédiat le mieux que l'on peut, ou dépend-on de ce que, de la description qui est faite de nous? C'est peut-être un peu ce qui est sous-jacent quand vous nous dites, mais les hommes disent que, les femmes pensent que. Ne faut-il pas tout simplement faire les choses? Effectivement, il faut faire les choses. Il faut avoir la volonté déjà, être conscient qu'on a un avenir et je veux cet avenir meilleur et travailler à cela parce qu'il n'y a pas de résultat sans travail. Donc il faut que la femme elle-même elle soit consciente que j'existe, je suis un être humain, j'existe, je veux un avenir meilleur et je me lève et je travaille pour ça. Donc après, ce que les gens disent, il y en aura toujours de bien ou de mal, mais je reste focus sur ce que je veux. Et ce que je veux, c'est le meilleur. Ce n'est pas la médiocrité. C'est heureux que vous disiez ces choses dans une saison au moment où sera diffusée cette émission, sera dans le mois de mars, si vous voyez ce que je voudrais dire. Et c'est l'occasion de dire que l'accomplissement des uns est important, mais les femmes ne sont pas seules sur la planète comme des Amazones. Il y a toujours cette interaction sociale entre les femmes et les hommes, et il y a avantage certainement de trouver qu'il y a plus de choses qui rassemblent les unes avec les autres que des choses qui les séparent, puisque les hommes et les femmes sont voués à être ensemble sur cette planète. Et c'est heureux puisque c'est quand même cela le fait de la création et que la vie puisse continuer. Vous avez évoqué l'idée qu'il faille parfois partir parce qu'on n'est pas bien à un endroit. Et je voudrais ne pas manquer cette occasion pour vous demander de nous parler de la question du droit d'asile. Parce que souvent, quand on est sur le continent, on veut partir ailleurs. Et les ailleurs se ressemblent en ce que, rendu sur place, la réalité n'est pas celle qu'on a vue des photos postées sur les réseaux sociaux par ceux qui ont fait le parcours avec ou plus ou moins de bonheur. J'aimerais bien, si vous êtes d'accord, que vous nous parliez de cette question du droit d'asile, puisque dans votre vie professionnelle, vous en savez un rayon. Alors, concernant le droit d'asile, la définition, pour résumer, en fait, c'est un droit qui est internationalement reconnu par la Convention de Genève de 1951 et qui est inscrit aussi dans la Constitution française. D'accord ? Et ça permet à une personne d'être protégée si cette personne est victime de persécution dans son pays. Voilà, pour résumer sur le droit d'asile, vraiment par rapport à ça, en quoi consiste l'asile. Et donc cette persécution, puisqu'on l'entend dire, il y a parfois des persécutions au chocolat. Quand on arrive devant le guichet, on entend dire qu'il y en a des histoires à dormir debout. Est-ce que ce que vous décrivez, par exemple, une femme vient dire « Ah, mais moi on dit que je suis tout le temps, je dois être dans la cuisine », est-ce que c'est une persécution ? Quel est le registre, pour parler plus sérieusement? Qu'est-ce qui est retenu comme faisant partie des persécutions Alors, selon l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, ça relève de 5 critères. Ça peut être pour des raisons politiques, religieuses, d'appartenance sociale, par exemple. Oui. Mais concernant les femmes, par rapport à ce discours, en soi, on peut dire que c'est une persécution psychologique,
morale dans ce sens, mais est-ce que ça vaut le coup d'attribuer l'asile? Ça, je ne suis pas l'OFPRA pour décider. Sachant qu'il y a des cuisines aussi en France. Hein, quand on vient, il faut aller dans la cuisine aussi. Où que l'on aille, de toute façon, il faut bien que les êtres humains puissent se restaurer et il faut passer par la cuisine. Voilà, après, si c'est persécution psychologique, après, ça se transforme en persécution physique et autres. Pourquoi pas après demander une protection et voilà. Si vous êtes d'accord, nous allons repartir en images, voir une bande-annonce d'un film qui s'intitule « Partir ». Et partir campe justement la situation de personnes sur le continent qui veulent aller ailleurs. Alors en l'occurrence, il y a des hommes, il y a des femmes. Mais derrière cela, on entend quand même ce qui peut motiver les uns et les autres. Et ceci, pour le mettre en résonance avec notre sujet aujourd'hui, c'est que quand on manque d'accompagnement à l'endroit où on se trouve, ou quand on pense qu'on n'a pas ce à quoi on aspire, on a envie tout simplement d'aller voir ailleurs. Nous regardons ceci et, mention particulière, derrière la caméra de ce film, la réalisatrice est donc une femme, Mary-Noëlle Niba. Merci de regarder ceci, à tout de suite. Je préfère être pauvre en Europe que d'être riche en Afrique. Oui, ça, je le disais, mais aujourd'hui, la vision n'est vraiment pas la même. Il y a encore des gens qui décident de quitter leur pays en affrontant un danger mortel pour pouvoir réaliser un rêve qui, pour moi, je ne sais pas si c'est un rêve réel. C'est fini! Je finis avec l'Afrique! Je finis avec l'Afrique! Qu'est-ce qui attend le migrant en Occident? Quand je partais du Cameroun, j'étais chef d'entreprise. 24 ans, je commence à me retrouver sur le sol, dans un pays où je n'ai pas d'entrée. L'Europe, c'est pas facile, hein? Mais je pensais que l'Europe, c'était l'Eldorado. Mais c'est arrivé maintenant sur le terrain, alors où j'ai vu le contraire de ce qu'on me disait. Tu crois qu'il y a les arbres d'argent aux Champs-Élysées? En tout cas, moi, je ne vais pas crever si je fais de la musique. Je vais faire des trucs, moi, dans ma vie. C'est comme ça que, tu vois, j'ai pris le chemin de l'exil, je suis sorti direct. liggéey la tool yi la metti na waaye na ngeen muñ ñun nga comme nañu jóge fii ba Sénégal ñëw pour daan doole bàyyi suñuy njaboot dañuy daan suñu doole rek. Quand j'ai vu son retour, on voit mon frère est sorti avec la valise. Je demande mon grand frère, pourquoi tu es rentré? Quand tu pars en Europe et tu retournes en Argent, les gens pensent que tu es un loser. Les gens préfèrent vous voir être migrant à Paris et vous allez continuer à être traité de cette manière jusqu'à la fin de votre vie. So I was not happy for the fact, and no Kamba really what they intended to bring back home. It's okay. It's okay. En salle depuis 2020, merci à Mary-Noëlle Niba pour avoir campé ces situations qui sont donc non pas de la fiction, la triste réalité. Et ceci pour mettre en lumière ce que vous faites les unes les autres dans vos actions associatives notamment, de telle sorte que chacun se trouve bien là où il est. Vous disiez les femmes, mais pas seulement les jeunes, c'est important. Et les jeunes filles, pour en revenir à l'association FECAD, vous êtes toutes des anciennes élèves du même établissement, le lycée Pie-XII, m'avez-vous confié à Bangui? À Bangui, tout à fait. Et donc, voici 2 années déjà que l'association FECAD mène ses actions? Oui, deux années déjà, on est une toute jeune association. Et par rapport au lycée, en fait, on a mis en place au sein de FECAD un prix qu'on appelle prix FECAD. Justement, c'est pour récompenser les élèves, les meilleurs élèves, à travailler, à étudier. Parce que derrière, une fois diplômés, pour en travailler, pour avoir du pouvoir d'achat, pour s'occuper de leur famille. Et quelque part, par rapport à la vidéo, c'est une façon de ne pas encourager l'immigration, on va dire. De cette façon, c'est plus réussi. C'est peut-être paradoxal, parce que souvent, c'est quand on a fait des études qu'on a envie d'aller les continuer ailleurs et qu'on se dit qu'on ne va pas rester sur place. Et quand on n'en a pas fait, on veut absolument partir. Est-ce que vous faites quelque action que ce soit pour des personnes qui ne sont pas scolarisées? Pour l'instant, peut-être que non. Alors, les personnes qui ne sont pas scolarisées, on va dire, dans nos actions,
On a d'ailleurs quelques photos que l'on peut voir en image pendant que vous en parlez. Voilà. Oui. Dans nos actions, on a eu à assister les orphelins, par exemple. Oui. On leur apportait une assistance au niveau des fournitures scolaires et autres pour justement les équiper au niveau de l'école, pour les accompagner dans ce sens, par exemple. Ça, c'est des personnes voilà, qui sont démunies, qui sont tout seuls et qui ont besoin de soutien et autres. Donc voilà, ça c'est par exemple des actions que nous avons menées. Dina Mendes, vous voulez réagir au film Partir? Vous étiez déjà partie, vous revenez parmi nous, madame. Alors moi, quand je vois les réalités, les tristes réalités comme ça, je ressens beaucoup d'émotions parce que je sais que l'immigration, ça peut être un choix personnel comme un choix de la famille pour fuir une réalité, toujours un pouvoir économique au niveau du pays. Moi, comme enfant aux femmes immigrées, je suis venue en France à l'âge de 12 ans, pas par choix, mais par nécessité de la part de mes parents. Ça crée quand même un manque. C'est le manque justement d'amour de ses parents, de sa mère, de son père, et puis de ses frères et sœurs. Et puis après, quand on arrive en Europe, on vit la réalité d'intégration, avec beaucoup de difficultés aussi. C'était quoi le plus difficile pour vous? Moi, le plus difficile pour moi, c'est de quitter mon pays natal, le Cap-Vert, et de laisser... Petit paradis sur terre, en plus. Exactement. De laisser mon père, ma mère. Et le temps que j'ai passé ici, certes, ça m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui, d'être cette femme résiliente, d'avoir cette double culture qui me permet aujourd'hui aussi de pouvoir chercher à investir et à pouvoir aussi aider les autres femmes là-bas ou les jeunes, parce que je me dis, si autant que femme immigrée en France, avec les ressources que je possède aujourd'hui, si je peux être utile dans mon pays en mettant en place des structures qui vont pouvoir aider les jeunes qui ont l'espoir d'immigrer pour fuir une réalité, à rester sur place, à se former et à contribuer pour le développement économique du pays, c'est tout en mon honneur, parce que ça leur permet en même temps d'être proches de leur famille, de préserver cet amour, parce qu'en fait, l'immigration nous éloigne, mais nous fait perdre aussi du temps, et ce temps, on ne peut plus le récupérer. Moi, j'ai perdu mon papa il y a 3 ans. Pendant tout le temps que je suis restée ici, c'est tout le temps où j'ai un manque d'affection de la part de mon père. Et je sais que c'est quelque chose, malheureusement, ce vide restera toujours là en moi, tu vois ce que je veux dire. Donc, je suis très sensible à l'immigration. Donc, je me dis, si je peux être utile, l'immigration, pour moi, ça reste une illusion. Et pourtant, on voit que ça fait de vous une femme, une brave femme, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais ça reste quand même une illusion. Parce que c'est peut-être ça, pardonnez-moi de vous interrompre, vous allez continuer dessus, c'est peut-être ça le paradoxe, parce que quand les personnes qui sont parties vont faire valoir à celles qui ne sont pas parties, qui veulent partir, de ne pas partir, alors qu'on voit bien que quand on est parti, on est à manifestement une condition enviable, pour le moins. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est pour ça que partir, donc si on ne part pas, on ne peut pas revenir, on ne peut pas transmettre. Maintenant, en restant sur place, il y a toujours le désir, le rêve de partir pour aller découvrir ce que moi j'ai découvert. Parce que je peux venir avec tout ce que je possède, inciter à rester sur place, mais s'ils ont quand même envie de partir pour aller tester, vivre leur expérience, ils le feront. Et c'est honorable aussi de leur part, c'est un courage de vouloir partir. Mais le plus difficile, c'est que quand on vient dans le pays, il y a l'intégration, il y a les difficultés. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile quand on arrive. La difficulté qu'on peut rencontrer dans une famille qui va vous accueillir, peut-être qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu deviens un poids pour cette famille. Donc, si tu ne peux pas rebondir tout de suite après pour aider, c'est frustrant pour toi. Donc, tu peux être amené à faire des choses qui vont contre... Qui sont préjudiciables. Exactement. Oui. Et puis, il y a ceux qui partent et qui n'en reviennent jamais parce que, par honte, par le poids social... Mais le monsieur disait dans la vidéo, je préfère être pauvre... Qu'est-ce qu'il a dit? Qui a regardé au tableau? Être pauvre en France que riche en Afrique. C'est quand même un peu... fort. C'est fort, mais moi je préfère être riche en Afrique qu'être pauvre en Europe. Oui. Après, la vision, elle est différente. La vision elle est différente, et puis l'aspect, en fait, la projection qu'on se donne, elle est complètement en décalage aussi. Parce que l'Afrique reste l'Afrique. Malgré les difficultés, on peut rebondir. On n'a pas les mêmes difficultés en étant en Europe. Il y a d'autres difficultés, mais des difficultés, il y en a toujours. C'est peut-être ça qu'il faut mettre en évidence. Partout, les difficultés sont surmontables.
partout, que ce soit en Afrique, en Europe, c'est surmontable. Maintenant, c'est la projection qu'on se donne, c'est le poids qu'on se donne, c'est la vision. Par exemple, les personnes qui arrivent en Europe, tant qu'ils n'ont pas réussi à avoir de l'argent à envoyer, pour eux, c'est un échec. Pourquoi? Parce que ça devient en fait une machine à sous, ça devient une banque. Une poule aux œufs d'or. Exactement. Vous qui travaillez à la banque, ça doit vous parler. Mais alors, Axel Zokwezo, je le disais tout à l'heure, dans votre vie professionnelle, la question des prestations sociales, vous connaissez. Madame nous parlait de la question du droit d'asile, mais ça, c'est un créneau. Il y a des personnes qui, donc, si elles peuvent faire valoir de manière avérée qu'elles subissent des persécutions, elles sont éligibles, peut-être, à un statut de réfugié. C'est bien cela. Mais il y a des personnes qui viennent, donc qui ne sont pas dans ce cas de figure et qui, par exemple, sont malades, vont devoir pouvoir se faire soigner. Il y a un certain nombre de prestations sociales. Voulez-vous nous en dire quelques mots? Oui, en effet, il y a plusieurs prestations sociales. Par exemple, je vais rebondir sur ce que Assunta fait. Par exemple, les gens qui arrivent dans un premier temps en France, ils ont le droit, ça c'est la Constitution, c'est la loi, ils ont le droit d'être soignés. Donc quand ils arrivent, il faut d'abord justifier de 3 mois de présence sur le territoire. Donc là, par exemple, si la personne se rapproche de l'institution, elle se renseigne, donc elle doit justifier avec un justificatif de domicile. Et si la personne n'a pas de justificatif de domicile, on les oriente vers les associations. Par exemple, il y a les actions communales qui sont là. Il y a la maison de solidarité qui sont là, qui leur fournit une attestation d'hébergement. Et ça, ils viennent auprès de cette institution-là. Donc, ils ont droit à ce qu'on appelle une aide médicale pour l'État. Donc là, c'est gratuit. Et quand lorsqu'ils seront régularisés, là, maintenant, ils peuvent bénéficier de ce qu'on appelle de la prise en charge des frais de santé auprès de ces institutions. Ce qu'il ne faut pas manquer de dire, c'est que c'est un vrai sujet, puisque nous sommes en France, c'est un vrai sujet, celui-là, la mise à disposition de cette aide médicale d'État, donc de soins à titre gratuit aux personnes qui viennent de l'étranger et qui, par ailleurs, n'ont pas un statut régulier. C'est ça. Et aussi, je vais ajouter, c'est pour une période de 12 mois, renouvelable. Donc là, une fois que la personne sera régularisée, en fait, il y a plusieurs cas. Parfois, il y a des gens qui sont régularisés, mais si, par exemple, au niveau de la préfecture, la démarche est ralentie, ils ne sont pas vite renouvelés, ils sont obligés de repartir à zéro pour bénéficier de ces aides médicales fournies par l'État. C'est donc un parcours de la combattante, hein, puisque nous parlons des femmes. Exactement. Et d'ailleurs, dites-nous, y a-t-il beaucoup de femmes, bien plus que d'hommes, qui soient donc, dans le public que vous recevez? Est-ce que c'est 50-50 ou est-ce que vraiment, venues d'Afrique, j'entends, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes? Oui, exactement. Il y a beaucoup plus de femmes. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, je dirais 8. Beaucoup plus, c'est des femmes enceintes qui arrivent... Par la force des choses, les hommes ne sont jamais enceintes, donc peut-être que c'est un parcours fléché, forcément. Voilà, surtout les femmes, parfois c'est elles qui bénéficient de ces aides médicales fournies par l'État comparées aux hommes. Par exemple, celles qui sont enceintes, les mères de famille, celles qui sont logées par exemple à la Croix-Rouge, au niveau des actions communales, etc. Donc au fait, il y a les hommes aussi, mais la plupart c'est des femmes. La situation des femmes fait que soit à cause de la maternité, à cause des enfants dont elles ont la charge ou parce qu'elles sont en situation de donner la vie, elles vont se retrouver forcément dans les hôpitaux et avoir besoin de soins. Alors, on parlait de partir. Vous êtes parti, vous le disiez, parti de la République centrafricaine pour aller continuer vos études quelque temps au Cameroun. Quand on part dans la sous-région et que quand la raison du départ n'est pas celle que nous décrivons depuis le début de cette émission, est-ce qu'on ressent, par exemple, ce qu'a senti Dina Mendes quand elle arrive en France venant du Cap-Vert? Non, on ne ressent pas la même chose en fait parce que les réalités sont presque pareilles en fait dans la sous-région, dans un pays en Afrique. L'intégration est bien plus facile en fait ici en Europe parce que quand on va dire intégration, on va trouver peut-être quelques différences, peut-être sur le plan culinaire, il faudrait s'habituer aux nouveaux plats qu'il faudra manger, mais honnêtement, les réalités sont presque pareilles en fait dans les pays en Afrique. Au Cameroun, je n'ai vraiment pas eu beaucoup de difficultés à m'intégrer. C'est vrai qu'après quelques jours après, on me confondait déjà une Camerounaise, donc vous verrez que ce n'était vraiment pas compliqué. Et donc, ce n'est pas la même chose, vraiment pas la même chose.
Alors, quelle perspective avez-vous les unes les autres sur tout ce dont on a parlé? Parce que des contingences, des difficultés précisément, il y en a. Il y en aura toujours sous tous les cieux, tant pour les femmes que pour les hommes. Ne faut-il pas chercher un terrain d'entente plutôt que d'être se confronter d'une catégorie à une autre, hommes et femmes, pour tout simplement pouvoir avancer? Parce qu'il faut avancer et on est bien obligé de continuer à vivre sur cette planète. Dina Mendes. Tout est question d'équilibre. Oui. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre à partir du moment où on a cet équilibre déjà dans sa vie déjà être en équilibre avec soi-même, c'est de se connaître, d'être vraiment en phase avec ses principes et ses valeurs, parce que quand on se connaît, donc la réalité des choses, les difficultés sont vécues différemment. Et du coup, on assimile plus facilement aussi, puis l'adaptation vis-à-vis de l'autre. Pour moi, c'est bien se connaître, connaître ses capacités et ensuite être bien avec soi-même. Je pense que la notion d'être vraiment une unicité avec soi, ça aide énormément dans le rapport avec les autres. Vous le dites de manière tellement apaisée qu'on a envie qu'il en soit ainsi, sauf qu'il y a un tumulte qui vient par le fait des réseaux sociaux, où que l'on soit sur la planète, les femmes notamment, les jeunes filles en particulier, ne sont plus du tout qui elles sont ou qui elles pensent qu'elles devraient être, parce qu'on peut, peut-être sans faire exprès, être impacté par tout ce que l'on voit passer. On ne sait plus qui on est. Est-ce que vous voyez cela auprès des publics que vous accompagnez dans le cadre de l'association, ou est-ce que vous restez sur les dons que vous faites et sur ce que vous apportez? Parce que, ma foi, une jeune fille est toujours une jeune fille. Non. On ne reste pas jusqu'on on reste pas figé, hein, évidemment. Donc il y a tout un travail à faire continuellement concernant la jeune fille afin qu'elle puisse se retrouver elle-même et qu'elle puisse se déployer. C'est de la langue de bois, c'est un propos de plateau télé. Je vais vous embêter plus que cela. Est-ce que votre association, vous vous contentez d'amener des dons, vous leur donnez? Parce que là où il y a des adolescentes, des jeunes filles en l'occurrence, il y a des situations et il y a forcément cette interaction voulue ou pas avec le reste du monde du fait de ces réseaux sociaux, encore une fois. Ne faut-il pas reconsidérer, là je vous donne des devoirs, mesdames, avec votre permission, ne faut-il pas reconsidérer cet aspect aussi? Parce qu'on sait très bien que quand il y a des jeunes filles quelque part, entre le oui maman, non maman, il y a une autre vie. Et dans sa tête et parfois dans sa vie, Dina, est-ce que c'est moi qui affabule? Ah non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de mettre en avant. Moi je suis maman, hein, j'ai 3 enfants. La réalité vécue entre le sexe masculin et féminin est complètement différente. Moi, j'ai ma dernière qui a 18 ans, donc c'est une fille plutôt calme d'apparence, très calme, hein, polie, etc. Mais derrière, je pense qu'on a toujours cette dualité réellement de savoir qui nous sommes. Parce qu'en fait, cette question-là, on se pose toujours cette question qui nous sommes, que ce soit à l'âge adulte ou un tout petit peu plus bien avancé dans sa vie. Et si on ne sait pas qui nous sommes, on est confronté justement à beaucoup de tentations. On parle des réseaux sociaux aujourd'hui quand les enfants sont connectés dans le virtuel, ils ne sont pas connectés dans tout ce qui est réel. Et c'est un peu le conflit que j'ai un peu en ce moment avec ma fille, parce que moi, je suis présente, je suis devant toi, je suis réelle. Mais elle est tout le temps connectée sur les réseaux sociaux, parce que c'est peut-être plus fascinant pour elle de découvrir un monde qui est complètement... parfait d'après elle. Parfait d'après elle, mais qui la déconnecte de ce qu'elle est réellement, parce que ça, c'est la réalité qu'on a aujourd'hui. Et c'est bien de sensibiliser les jeunes, de mettre le téléphone un peu de côté et puis d'avoir des vraies discussions. Aujourd'hui, nous 4 sur ce plateau-là, nous avons grandi en Afrique, certes, mais nous avons des valeurs. Elle ne m'a pas compté, hein, c'est pas grave. Excusez-moi. Et c'est ça qui maintient l'envie de faire bouger les choses, parce qu'on est confronté à une certaine réalité, une expérience, un vécu. Mais quand on est connecté dans les réseaux sociaux, on croit que tout est beau, que tout est parfait, que tout est facile à acquérir. Non. Donc je ne suis pas d'accord. Donc il y a un vrai travail de sensibilisation à faire auprès de ces jeunes.
Peut-être que les personnes qui nous regardent se disent, je le disais tout à l'heure, c'est des conversations de plateau télé, ces personnes nous regardent comme les jeunes regardent les réseaux sociaux en se disant, elles sont qui en rose bonbon avec des jolis bijoux et tout cela. Et finalement, c'est jamais que de la télé, ça n'est pas la vraie vie. Est-ce que vous avez la conscience de véhiculer quelque chose, d'impacter malgré vous? Je ne veux même pas dire le mot qui aujourd'hui serait pratiquement devenu obscène, c'est-à-dire influencer positivement, comme ça, voilà, on se réconcilie avec. Avez-vous la conscience, même à votre insu, que vous êtes des modèles, il faut le dire. Vous vivez en République centrafricaine, vous êtes de passage en France, vous êtes engagé dans votre travail, dans votre profession, dans l'association, et peut-être que parfois les jeunes filles, tout ce que vous pouvez donner, des cahiers à la rentrée et toutes sortes de choses, elles regardent à vous. Elles sont coiffées comme ci, elles parlent comme ça, et vous ne pouvez pas vous soustraire au fait qu'elles fassent de vous des modèles. Ouais, effectivement, on ne peut pas se soustraire à ça et c'est la raison pour laquelle on fait l'effort déjà de partager notre parcours qui peut être aussi inspirant pour ces jeunes filles, échanger avec elles. Bon, ça, je reviens toujours sur nos activités. En fait, on a nos activités, par exemple, une des activités qu'on fait le 8 mars. On va regarder les photos. Ah, c'est 8 mars. Ce 8 mars, la fameuse journée du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, où on essaie de faire certaines activités, être beaucoup plus proche en fait des jeunes filles, des adolescentes particulièrement, parce que la dernière fois, on l'a fait par exemple dans le lycée, dans certains lycées, on a essayé de distribuer des serviettes hygiéniques, un peu les enseigner sur... comment on va dire ça? Sur l'hygiène menstruelle. Des entretiens avec des professionnels de santé. Donc, au travers de nos activités, elles ne seront pas toujours les mêmes, en fait, chaque année. Pour une année, on pourra parler, par exemple, de l'impact des réseaux sociaux, en fait, sur l'éducation des jeunes, ainsi de suite. Ça sera notre manière à nous, en fait, d'impacter cette jeunesse-là, pour ne pas dire influencer, comme vous étiez en train de dire. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire. Et à travers notre parcours également, échanger avec eux, pouvoir leur dire, vous pouvez le faire, vous pouvez... il n'y a pas que les réseaux sociaux, hein, c'est important. C'est vrai que moi-même, j'ai grandi un peu avec les réseaux sociaux, mais bon, c'était pas quand j'avais 12-13 ans. J'ai quand même déjà atteint... Vous avez échappé belle. J'ai échappé belle, justement. Donc, c'est vrai que je ne comprends pas vraiment, en fait, je ne perçois pas les réseaux sociaux comme les adolescents maintenant, mais il est important toujours de leur dire, en fait, qu'on peut, en dehors des réseaux sociaux, on peut avoir une vie, toucher la réalité, faire du concret. Donc, voilà. Je me permets. Oui, bien sûr. Donc, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que Shakil a dit. Effectivement, on a eu à sensibiliser donc, dans les établissements et aussi plus particulièrement dans un établissement féminin. Donc, au fait, cet établissement-là, en République centrafricaine, au fait, la majorité des filles qui sont là-bas, c'est des filles qui sont, je dirais, déscolarisées. Donc, au fait, on essaie de les rattraper en les inscrivant dans ces établissements, en les faisant la couture, la cuisine. Les 3 C, voilà, couture, coiffure et cuisine. Au début, c'était comme ça, mais après, ils ont approfondi un peu le système éducatif. Donc, maintenant, ils apprennent le français, les mathématiques, pour que cette fille, au-delà de la couture, puisse connaître, en fait, apprendre quelque chose. Et donc, on a eu aussi à sensibiliser ces filles, pas que la distribution des kits hygiéniques, mais aussi les sensibiliser afin d'éviter les grossesses précoces. Parce que si on essaie par rapport à la démographie de chez nous, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de décès au niveau de la jeunesse, surtout les filles, je dirais les avortements, etc. Donc, on les a sensibilisés, non seulement pour l'hygiène corporelle, mais aussi afin d'éviter les grossesses... Sur la santé reproductive, en fait. Exactement. Et aussi, on a eu l'aide des gynécologues agréés de la capitale. Et aussi, on avait mis en place un système afin de leur apprendre le cycle menstruel à travers l'application Flow. Donc, on a mis aussi ces techniques-là en place pour les aider, les accompagner. Les filles d'aujourd'hui qui sont donc les femmes de demain, je voudrais vous remercier, mesdames, de nous avoir entretenues de vos activités respectives et nous voulons croire que madame, monsieur qui nous regardez
Mesdemoiselles et messieurs, les jeunes garçons qui nous regardaient, nous le croyons, cela vous donne d'autres perspectives pour appréhender la réalité qui est la vôtre. Et puis alors ce fameux 8 mars, qui n'est pas une fête où on offre des fleurs, c'est pas l'anniversaire des dames, c'est juste la journée internationale pour commémorer l'engagement pour ce que font les femmes, car elles font des revendications souvent avérées. Voilà de quoi il est question. Merci à vous d'être venus. Nous vous souhaitons bon vent. Vous avez dit déterminé et engagé. Nous le sommes dans Lady vous écoute. À très bientôt.